Comment ça va? C'est la question avec laquelle je commence tous mes 1 à 1, mais c'est aussi cette question que je vous ai posée, vous qui recevez ma newsletter. Et ce qui est incroyable, c'est comme une toute petite question comme celle-là peut générer autant de réponses longues, parfois très précises, autant de questions, autant de partages en tout cas. Et je pense que malgré le volume que j'ai reçu, j'ai réussi à répondre, parfois brièvement et parfois en prenant plus de temps, selon la complexité de vos demandes, à tous vos mails. Ça m'a pris une bonne journée, voire un peu plus, mais c'était bien la moindre des choses. Quand je pose une question, il est normal que quand on m'en pose en retour, j'y réponde aussi. Mais j'ai pensé aussi à vous qui n'êtes pas inscrits à la newsletter, alors que pourtant c'est gratuit, ou qui n'avez pas eu le temps de me répondre. J'ai donc décidé de dédier un numéro spécial du journal pour vous répondre, un peu comme un question-réponse assez général. J'ai essayé de regrouper les thèmes. La première chose que je voudrais dire déjà, c'est merci à celles et à ceux qui ont pris le temps de répondre à ma question, mais aussi bravo. Pourquoi je dis bravo? Parce que vous êtes très nombreuses et très nombreux à m'avoir dit un truc du genre « Merci de m'avoir posé cette question ». Car le fait d'y répondre m'a fait beaucoup de bien. Cela m'a permis d'éclaircir les choses. Et là, je suis tout à fait d'accord. La première chose à faire quand on se sent pas très bien, c'est de tout stopper, de prendre un papier et un crayon et de se poser cette question. Comment vas-tu? Se poser 15 à 30 minutes pour faire un petit bilan chaque semaine, c'est absolument vital, que tu sois dirigeant, que tu sois manager, quel que soit ton niveau dans la hiérarchie, parce que ça te permet de faire un petit bilan, ça te permet de mettre les choses devant toi et de le regarder de l'extérieur. Et d'ailleurs, beaucoup, comme Valérie par exemple, m'ont dit « J'ai commencé en me disant que j'allais mal, mais après avoir écrit, et après avoir relu ce que j'avais écrit, je me rends compte qu'il y a aussi plein de positifs dans ma vie. » Donc, je vais te donner un conseil totalement gratuit, spécial ODM, par rapport à ça, à ce réflexe de se poser cette question « Comment vas-tu ?» régulièrement. Et ben, mon conseil, c'est de t'inscrire sur le forum gratuit et de chaque semaine répondre à cette question que tu te poses à toi-même « Comment je vais ?» Et tu verras que beaucoup vont te répondre, beaucoup de gens du forum, juste pour t'aider. Et même si c'est pas le cas, même si personne te répond, ce qui m'étonnerait, ça te fera un bien fou. Tu peux le faire sur notre forum. Donc le forum Outils du Manager, il est gratuit. Il suffit d'aller sur le site, de cliquer sur Espace Membre et de cliquer sur Forum. Et là, tu peux t'inscrire, y compris avec un pseudo anonyme, pour pouvoir vraiment te lâcher, vraiment poser les questions que tu veux ou dire ce que tu veux sur le forum. Voilà, c'était mon préambule. La deuxième chose qui m'a assez fortement percuté dans vos réponses, c'est la situation économique. Beaucoup, une très très grande majorité d'entre vous, êtes perturbés en ce moment. On va appeler ça des perturbations économico-politiques. C'est vrai que la dissolution, les élections, etc., ont un petit peu mis l'économie à l'arrêt, je dirais même pas un petit peu, beaucoup. Et c'était déjà pas une année fantastique au niveau économique pour la France, et donc ça vous inquiète beaucoup. Je fais partie aussi des gens qui sont touchés par ce ralentissement, j'y reviendrai en fin d'épisode, mais en fait, quand je dis ça, je parle aussi au nom de Olivier, Jean-Marie, Gérard, Valérie, Céline, Stéphane, un autre Olivier, qui sont à la fois des managers et à la fois des chefs d'entreprise. Mais juste avant de rentrer dans ce sujet qui est la perturbation qu'on vit actuellement, qui est difficile, la situation économique qu'on vit qui est difficile, je voudrais juste vous donner un témoignage pour relativiser les choses. Je vais vous livrer le message de Gérard. Donc voilà son message, merci du message. La santé, ça va, j'espère pour toi aussi. L'économie en Nouvelle-Calédonie s'est dégradée avec des attaques sur les bâtiments des sociétés. Grosse pression, je dors dans ma société pour la protéger. C'est pour moi l'occasion d'élargir mon activité. Je recherche un partenaire pour me fournir des produits alimentaires français. Voilà. Moi, quand j'entends ça, évidemment, j'ai beaucoup de compassion et beaucoup de sympathie pour Gérard, mais ça me permet aussi de relativiser. On n'en est pas, enfin, à ma connaissance, ici en métropole, à devoir dormir dans nos sociétés pour les protéger.
Et ce qui est amusant, ou plutôt remarquable et intéressant, c'est que même Gérard, qui est quand même un peu au milieu de la tourmente, il continue à réfléchir à son expansion, voire il nous dit carrément que c'est une opportunité pour lui de se développer. Et ça, c'est une attitude qui est intéressante, qui peut vous aider aussi à surmonter cette période qui est assez incertaine. On va creuser un peu. La première chose que j'entends dans vos messages sur ce sujet-là, c'est la peur de tout perdre. Par exemple, j'ai peur de tout perdre, tout ce que j'ai construit pendant 10 ans, ou plus. J'ai connu cette situation, tu le sais, j'en ai déjà parlé sur le podcast, quand j'ai dû fermer un de mes établissements, etc. Et avec le recul, je me rends compte que ça m'a fait beaucoup de bien, finalement, cette période. Ça m'a rendu plus fort. Et puis, ça m'a obligé à un moment à me regarder en face et à comprendre une chose très importante, qui est que ton business, alors ça s'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, que je vais dire, j'aurai d'autres choses pour les managers, mais déjà comprendre que ton business, mais on pourrait le dire pour les managers aussi, en parlant de ta carrière, ça n'est pas toi. C'est-à-dire que même si ton entreprise disparaît, même si ta carrière s'arrête temporairement, eh bien toi, tu es toujours là. Et ce qui est important de se dire, c'est que l'épreuve qu'on traverse, elle nous renforce. C'est pas toujours évident quand on est au sein de la tourmente, mais en même temps, tous les gens qui en sont passés par là me le disent. Ils me disent, oui, mais finalement, en fait, j'en suis ressorti plus fort. L'autre chose que je voudrais dire, et qui est d'ailleurs aussi remarquable dans la réponse de Gérard, c'est le fait d'avoir un cap, un plan, une intention finale qui nous tient debout. En fait, ce que j'observe quand je lis vos messages, parce que il y en a beaucoup qui étaient assez détaillés, c'est que tous les gens qui ont un plan, qui ont un cap, sont moins stressés. En fait, ça te permet d'avoir ça, de moins te concentrer sur la tourmente, que tu peux pas modifier, et sur les risques qui te menacent, et de plus te concentrer sur ton plan, évidemment, ton cap, mais surtout de plus analyser ce qui est en train de se passer, soit comme de nouvelles contraintes, c'est-à-dire des choses auxquelles tu peux rien faire, de toute façon. Donc la question, c'est, malgré tout ça, comment je continue à avancer vers mon cap, ou comment je fais pour ne pas trop m'éloigner de mon cap, ou comme de nouvelles opportunités, ce qui est encore mieux, c'est-à-dire se dire, dans tout ça, est-ce que finalement, il n'y a pas une opportunité pour moi d'améliorer quelque chose dans mon équipe, ça peut être quelque chose qui est interne, dans mon entreprise, ou éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle tactique à développer par rapport à ce qui nous arrive. Donc, avoir un plan, ça nous tient debout. L'autre chose qui nous tient debout, c'est d'avoir des outils et des méthodes. Je vais prendre l'exemple d'Olivier, un des deux Olivier dont je parlais, qui a perdu un emploi. En fait, ce qu'on sent dans ce qu'il dit, c'est que avoir une méthode, avoir mis en place un système dans son rôle de manager, même si ça s'est mal terminé pour différentes raisons, ça l'a enrichi. C'est-à-dire que comme il avait un système, il a pu capitaliser sur l'expérience qu'il a eue. On a aussi Romuald qui conclut son mail à propos de ses difficultés en soulignant à quel point il s'est grandement amélioré grâce à la fois à des challenges qu'il a rencontrés, mais des méthodes et des outils qu'il a mis en place pour justement relever ces challenges. Et ça, c'est le point positif, c'est-à-dire que oui, il y a le cap, oui, il y a notre intention, notre carrière, ce qu'on veut devenir, mais il y a aussi la méthode, et ça nous tient debout, même quand on perd le cap, etc. Avoir une méthode, avoir des techniques, et je vais y revenir, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui reste constant au milieu du chaos, quelque chose qui nous permet de nous tenir droit. Et puis après, la dernière chose que je voulais dire, c'est que quand c'est difficile, il faut trouver des appuis. Par exemple, je sais plus qui d'entre vous a dit, au final, je me rends compte que malgré ces difficultés, j'ai une équipe qui aime son boulot et qui me donne beaucoup d'amour. C'est sa manière de le formuler. Et si t'as ça, t'as le principal. Ça s'appelle la culture d'équipe, ça s'appelle la culture d'entreprise. D'ailleurs, ça me fait penser à une réflexion qu'on m'a faite récemment. Alors, je me souviens plus qui m'a dit ça, mais on m'a dit, dis donc, t'as de la chance dans ta boîte d'avoir des... Ah oui, je me souviens maintenant. C'est quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. En fait, et qui est intervenu dans mon entreprise.
Et ce qu'il me dit, c'est tu as de la chance d'avoir des gens chez toi qui sont motivés et orientés clients parce que tu es peu présent dans ton entreprise. Et moi, du tac au tac, je lui ai répondu, non, tu te trompes. Ils sont motivés et orientés clients parce que je ne suis pas sans cesse sur leur dos en train de leur dire quoi faire. En fait, c'est le fait qu'ils aient des responsabilités qui en font des gens responsables. Évidemment, il faut qu'ils aient, je résume là, il faut qu'ils aient des méthodes, c'est pas automatique. Mais si tu as la bonne structure, si tu as réussi à mettre en place la bonne culture, eh bien, la méthode, elle sera automatique. L'état d'esprit, le bon état d'esprit des gens, la bonne manière de réagir, eh bien, il sera automatique. Et donc, une boîte ou une équipe où chacun et chacune a le souci du client et de l'entreprise, ça a bien plus de chances de s'en sortir, quand c'est le chaos, qu'une boîte où on compte juste sur le patron, où on pense juste que c'est le patron qui va tout porter. Le troisième point aussi qui m'a marqué dans vos réponses, c'est un autre type de chaos. C'est pas les péripéties économiques ou politiques. C'est, je vais appeler ça, c'est un bien grand mot, mais je vais appeler ça le chaos managérial. Je ne sais pas si c'est la période, mais là, vous êtes vraiment nombreux à subir, en plus des difficultés économiques, des mouvements de personnel. C'est le cas, par exemple, de Stéphane, de Laurent, de Jean-Baptiste, Jean-Philippe, Léa, Jean-Marie, Fabien, Christopher, Aurore, Roxane, Anne-Sophie, Romuald. Je dis les noms, ils vont se reconnaître. Bon, il y en a d'autres. Hein. Et en fait, qui remonte un petit peu à des degrés divers, c'est la peur d'être désorganisé ou l'impression d'être complètement désorganisé, la difficulté à garder le moral, à pas être stressé, et même j'ai lu que certains d'entre vous devaient recourir à des antidépresseurs, ce qui est quand même un peu embêtant, c'est inquiétant. Mais c'est effectivement le niveau de stress que peut induire le fait de changer ou de devoir changer sans cesse de stratégie. Oui au stress du marché, ça évidemment on n'y peut rien, le marché évolue, ça nous soumet à un stress, mais non au stress qui vient amplifier le stress du marché. Vous savez, le stress, je l'ai déjà dit souvent sur le podcast, c'est comme le cholestérol, il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qui nous pousse à nous dépasser, on en a besoin, c'est même un peu excitant parfois. C'est celui qui nous pousse à nous améliorer, qui nous donne de l'énergie. Et souvent, ce stress-là, d'ailleurs, il vient de l'extérieur, il vient du marché. Et puis, il y a le mauvais stress, c'est celui qui vient de l'intérieur. Et d'ailleurs, ce mauvais stress, il peut être induit par l'extérieur, mais malheureusement amplifié par la direction de l'entreprise. Donc, je dis pas qu'il faut couper les collaborateurs de l'extérieur, bien au contraire, parce que si vous les coupez de l'extérieur, du stress de l'extérieur, ils vont pas s'adapter. Il faut qu'ils se rendent compte qu'effectivement ça évolue, etc. Ce qui est dangereux, c'est quand à ce stress-là, vous en ajoutez encore. C'est-à-dire que, et c'est pas évident hein, la formule, mais c'est de bien faire comprendre qu'il y a des challenges qui sont en train d'arriver, mais à l'intérieur de l'entreprise, donner une notion de sécurité et une notion de permission. C'est-à-dire de dire à vos collaborateurs, oui, il y a du stress, oui, il y a des choses qui arrivent, mais on a confiance dans nos points forts, etc. Ça va être challengeant, mais on a confiance, et vous allez avoir, entre guillemets, l'autorisation de vous adapter. En fait, ce qui est dangereux, ce qui est compliqué pour un être humain, c'est quand les changements sont imposés et pas compris. C'est-à-dire que quand ils sont à la fois pas compris et en plus imposés, c'est extrêmement stressant. Donc le minimum, c'est qu'il y ait une discussion ou au minimum du minimum une explication. Je rappelle la règle, on supporte parfaitement les changements qu'on s'impose à soi-même. On supporte difficilement les changements qui nous sont imposés par d'autres personnes. Donc, oui, quand le marché change, quand il est chaotique, on ne peut pas continuer à travailler comme d'habitude, mais non, il ne faut pas changer sans cesse de stratégie, sans l'expliquer à nos collaborateurs ou sans les faire participer à cette stratégie. En fait, en tant que dirigeant ou manager, on doit essayer au maximum d'être constant.
On doit aussi comprendre que toute évolution du marché, ça nécessite pas forcément une révolution dans la boîte. Ça peut juste signifier qu'il faut resserrer les troupes ou mieux faire ce qu'on faisait déjà. Moi, j'ai le cas dans une de mes entreprises qui est atteinte assez fortement par un ralentissement du marché. Et ce qu'on va faire, c'est pas du tout, pour cette entreprise-là, innover, changer, etc. Non, on va revenir aux fondamentaux qu'on avait un petit peu laissé tomber, justement, en voyant que le marché est perturbé. Et du coup, on a oublié ce qu'on savait bien faire. Donc, vous voyez, il y a un changement sur le marché, ça induit pas forcément un changement à l'intérieur. Ensuite, il peut y avoir un changement sur le marché, c'est pas pour ça qu'il faut qu'il y ait une révolution dans l'entreprise. Il doit y avoir des petits changements d'adaptation, ce qui est pas la même chose. Et une entreprise qui change régulièrement, elle n'a pas besoin de faire sa révolution puisqu'elle s'adapte en temps réel à son marché. Je précise aussi que, par exemple, dans notre formation MPO, sur le management par objectif, on va fixer la stratégie pour 90 jours. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit, la stratégie, c'est 90 jours? Parce qu'on se dit que 90 jours, c'est assez court quand même pour pouvoir changer de stratégie si elle fonctionne pas, mais c'est assez long aussi pour donner sa chance à la stratégie. Et si les entreprises suivaient cette règle des 90 jours, je pense que les gens seraient moins stressés. Évidemment, pendant cette période de 90 jours, la stratégie ne change pas, mais la tactique peut être changée, c'est-à-dire la manière de faire de choses, les plans d'action, ils peuvent être adaptés. Mais même la tactique, on va la changer tous les 30 jours. C'est ce qu'on apprend dans MPO. Donc, attention, si tu es du côté manager ou dirigeant, fais attention de ne pas surstresser tes équipes pour rien. Parce qu'en période difficile, en particulier, les gens, de quoi ils ont besoin? De constance, de cohérence, de repères, de clarté. Je reviendrai sur la clarté quand on parlera de l'organisation. Et ton rôle, c'est de leur donner ça. Alors maintenant, si t'es pas responsable de la stratégie, c'est-à-dire que si t'es dans la position, ce qui est le cas de plusieurs d'entre vous, de celui qui subit cette direction qui change tout le temps de stratégie. Et si tu peux rien y faire, c'est-à-dire si t'as pas ton mot à dire, ou si on t'autorise pas à agir là-dessus. Là, ce que j'observe, à nouveau en vous lisant, même si je le sais, mais à nouveau je l'observe dans vos mails, c'est que tous ceux et celles qui ont un système de management auquel ils peuvent se rattacher, tous ceux-là, ils sont beaucoup moins perdus que les autres. Parce que c'est rassurant d'avoir un système. Ça permet, au milieu du chaos, d'avoir quelque chose à quoi se rattacher. Et ça, pour les équipes, c'est vachement important. Donc c'est quoi notre système? C'est le système, le manager essentiel, la formation de manager essentiel, c'est le système des 1 à 1, des feedbacks, de l'autonomie, de la délégation, etc. Et donc, quand on me dit, mais je dois faire ça, on a intégré une nouvelle filiale, on a remarqué que tel et tel truc, c'était pas aligné, je dois travailler là-dessus, je dis, stop! Est-ce que les 1 à 1, tu continues à les faire? Ou est-ce qu'il faut pas les mettre en place? Avant de changer ce qui existe, avant de commencer à t'adapter à un changement, vérifie que ton système est bien en place, que tu fais tes 1 à 1. C'est ça qui va permettre de tenir la route et en même temps d'induire le changement. 2 autres conseils en période chaotique au niveau management, c'est ce que j'ai conseillé, je crois, à Christopher, c'est de simplifier nos missions pour mieux se concentrer. Si tu as le profil de quelqu'un qui est très perfectionniste, je reviendrai au profil juste après, quand il commence à y avoir beaucoup de choses à faire et un peu de chaos, etc., tu peux plus continuer à essayer de tout faire parfaitement. Il faut que tu choisisses ce que tu veux continuer à faire parfaitement et que tu prennes conscience que le reste sera moins parfait pendant cette période. Autre conseil que j'ai donné à Anne-Sophie, qui doit changer des choses dans son équipe mais qui a du mal, c'est de repérer les piliers dans ton équipe qui vont soutenir tes changements et de te concentrer sur ces piliers. D'ailleurs, tout ce chaos dont je parle, il peut être engendré par des difficultés économiques et politiques, mais aussi il peut être engendré par une expansion de l'entreprise. Bon, ça, c'est plus des problèmes de riches, donc on préfère ces problèmes-là, comme pour Manuela. Ou pour d'autres, ça peut être des promotions. Je me souviens plus qui, mais change de taille d'équipe. Un autre passe au niveau supérieur.
Eh ben là, ma réponse, elle est la même. La structure. Il faut que la structure tienne la route, que ce soit en période de chaos ou d'expansion. Faites attention à garder la structure de votre management, c'est-à-dire les 1 à 1, les feedbacks, etc., tout ce qu'on apprend dans la formation, le manager essentiel. 4e point, l'organisation personnelle. Alors là, on est des gens débordés, comme je cite par exemple Cindy, Karina ou Marilyn, ou des gens débordés et qui se sont réorganisés et qui en sont très heureux ou très heureuses, comme Lorraine et Hélène. En fait, Cindy, elle nous dit même qu'elle a l'impression d'être dans une grande machine à laver du management. Et là aussi, en fait, en termes d'organisation, c'est la même chose. C'est rassurant d'avoir un système personnel d'organisation, parce que même quand c'est le chaos, si tu peux te rattacher à une structure, si tu peux t'assurer de pas te faire déborder par tes mails, si tu peux continuer à avoir ta liste de tâches, etc., eh bien tu vas t'en sortir beaucoup mieux et tu seras beaucoup moins stressé que les autres. La formation SOR, système d'organisation réaliste, que vous connaissez, elle est à géométrie variable. C'est-à-dire que ce système, quand c'est le chaos, tu as la capacité à réduire tes exigences, revenir au basique, et tu vas garder ton système d'organisation, c'est très important. La plupart des systèmes d'organisation que je connais, c'est pour ça que j'ai créé le mien, le système SOR, eh ben, quand il y a trop de données, quand il y a du chaos, etc., il explose en vol. Et puis, on a une autre formation qui s'appelle SPR, système de progression réaliste, qui te permet de pas te laisser saturer. Et ça aussi, c'est important. D'ailleurs, j'en profite pour te parler de 2 conseils que j'ai donnés par mail aux personnes qui m'avaient questionné. Un premier conseil qui peut-être sera pas adapté pour toi, mais voilà, je te le donne parce que moi, j'ai dû m'adapter à ça. Moi, j'ai vraiment, dans mes entreprises, des jobs très différents. Il y a des jobs qui nécessitent, dans certaines entreprises, je fais du management, je fais du service et même je réponds aux clients. Et dans d'autres, je vais plutôt être à faire des tâches qui requièrent de la concentration, etc., c'est-à-dire de la création, de la stratégie, des gros dossiers. Et ce que j'ai mis en place et qui marche très très bien, quand c'est possible, c'est qu'en fait, j'ai des journées où mon emploi du temps est découpé à la demi-heure, et j'ai des journées où mon emploi du temps est découpé à la demi-journée. C'est-à-dire avec des périodes de temps très longues. Évidemment, il y a des pauses dans ces périodes de temps. Mais mon découpage, il est beaucoup plus précis certaines journées que dans d'autres. Donc, si tu as des rôles de management, de service, de gestion de clients, de résolution de problèmes, etc., en fait, c'est ce que j'appelle des journées de manager. Ces journées-là, ou ces demi-journées-là, il faut que tu les organises effectivement en demi-heure. Parce que c'est ce qui va t'obliger à aller vite, à être très très efficace. Par contre, quand tu as des tâches de création, de vision, de stratégie, de grosses réflexions, de gros dossiers, là, il faut que tu organises tes journées en demi-journée, avec des blocs de temps longs. Ça veut pas dire que tu vas faire que ça, parce que travailler 4 heures d'affilée sur de la création, c'est impossible, mais tu vas te reposer entre deux, tu vas peut-être faire d'autres tâches. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas avoir un emploi du temps qui est morcelé, qui est programmé en étant morcelé. Si tu as cette possibilité-là, ça peut énormément t'aider. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que plus tu vas... Là, je parle plutôt pour un dirigeant qui soit chef d'entreprise ou salarié, plus tu vas aller vers un rôle de visionnaire, plus tu vas avoir de journées organisées avec des gros blocs, parce que tu vas travailler sur du travail de fond. Alors que quand tu es dans une tâche plus quotidienne, plus près des équipes ou des clients, etc., tu vas plutôt être organisé avec des agendas à la demi-heure. Mais si tu as les deux, tu peux te dire, par exemple, pour moi, évidemment, c'est les samedis, dimanches, puisque je rappelle que je travaille le samedi, le dimanche, et que mon week-end, c'est le lundi, mardi, pour des raisons personnelles d'organisation. Et donc, moi, le samedi, dimanche, je vais faire mes gros dossiers. Je vais faire les trucs où je suis moins
je vais avoir un emploi du temps puisqu'il est beaucoup plus libre, où il sera très peu morcelé. J'ai des grands thèmes sur lesquels je travaille. Par exemple, la préparation du podcast que je suis en train de faire. Et puis les jeudis, vendredis. Alors le mercredi, c'est parfois l'un, parfois l'autre, mais les jeudis, vendredis, je vais être vraiment dans des journées qui sont à la demi-heure, parce que je vois mes cadres, on fait des réunions, et j'aime pas qu'elles soient longues, on est très très fort dans l'opérationnel. Donc voilà. Un autre truc que j'ai partagé en répondant aux mails, c'est la notion des gros blocs et du sable. En fait, il faut que tu vois ton travail comme ça. Dans ton travail, il y a des gros blocs, des choses très importantes, qui souvent représentent tes objectifs principaux, qui sont au nombre de 3 à 5. Et puis, il y a des grains de sable. Les grains de sable, ils sont nécessaires aussi. C'est tout ce que tu fais à droite, à gauche pour améliorer les choses, pas perdre le fil, etc., etc. Quand tu es dans une période où tu es fatigué, on en parlait dans un podcast récemment, je me souviens plus. Ah si, c'était avec Gaëlle sur les cycles, sur travailler par cycle. Elle expliquait que, je suis tout à fait d'accord avec elle, qu'on a des cycles. On a des moments où on est en pleine forme et des moments où on est très fatigué. Son conseil, quand on est fatigué, qui est aussi ce que je te conseille, c'est de te concentrer sur les gros blocs. C'est-à-dire que oui, les semaines où t'es fatigué, où voilà, t'as moins d'énergie que d'habitude, bah tu vas juste soit avancer sur tes gros blocs, ou soit ne pas reculer sur tes gros blocs. C'est-à-dire fournir le travail fondamental nécessaire pour que ton activité fonctionne bien. Tu vas laisser tomber tous les grains de sable que tu peux faire quand tu es spécialement en forme. Bah, quand tu as du chaos, c'est exactement la même chose. Là, c'est pas que tu es fatigué, c'est que tu as beaucoup d'imprévus. Et donc, tu vas te concentrer sur tes gros blocs parce que le reste du temps, tu vas gérer la charge. Donc, quand tu as du chaos, de la charge et de l'incertitude, concentre-toi sur tes gros blocs. Si tu veux, évidemment, progresser davantage sur ton organisation personnelle, on a 2 formations intéressantes là-dessus, c'est SOR, système d'organisation réaliste, et système de progression réaliste. 5e point que j'ai remarqué, qui est peut-être un petit peu différent des autres, c'est que vous êtes parfois choqué par les réactions de vos collaborateurs. Par exemple, j'ai une personne, je ne vais pas citer son nom, qui s'inquiète de la personnalité d'une des membres de son équipe qui prend le leadership, mais que du coup, personne n'ose contredire. Donc, pour cette personne, c'est un problème. Et moi, je lui dis, non, c'est plutôt bien que quelqu'un prenne le leadership. Ça, c'est la partie intéressante, surtout qu'elle a une grosse équipe, et que s'il y a une personne là-dedans qui fait preuve de leadership, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, cette personne est peut-être un peu envahissante, je connais pas les détails, et puis elle va pas toujours peut-être dans le sens que voudrait notre auditrice, et puis peut-être qu'elle choque les autres collaborateurs, collaboratrices, bref, personne n'ose la contredire. Donc ça, typiquement, c'est une occasion parfaite, d'abord de se réjouir, de se dire, tiens, j'ai un leader dans mon équipe, il est juste pas bien orienté, je vais bien l'orienter. D'ailleurs, on vient de publier un épisode sur les râleurs. Si tu vas sur la liste des épisodes, cherche, je crois que c'est râleurs, tu vas voir, tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est déjà une occasion de se réjouir que on ait une personne qui a du leadership dans l'équipe. C'est positif d'avoir du leadership, mais aussi de faire un feedback à cette personne sur l'écoute. En fait, ces personnes-là, ces personnes qui ont du leadership, qui ont de l'énergie, puis qui, des fois, oui, ont du mal à être contredites, elles sont intéressantes, mais elles peuvent effectivement devenir dangereuses. C'est-à-dire que très vite, ces personnes-là, elles sont à engager dans le bon sens de la société. C'est-à-dire que, moi, mon conseil à cette auditrice, c'est de lui dire, il faut que tu sois assez concentré sur cette personne, que tu la félicites et que tu l'encourages dans son leadership, mais aussi que tu lui fasses des feedbacks sur sa capacité d'écoute, etc. Et je lui conseille aussi de
d'étudier le profil DISC de cette personne et des différentes personnes dans son équipe. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en période de stress, on devient une caricature de notre profil DISC. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dominant, il va devenir violent, envahissant, désagréable. Quelqu'un qui est influent, il va tomber soit dans le drame, ou soit dans l'ego, je sais pas si ça se dit, ou il va tomber dans l'égoïsme absolu. Quelqu'un qui est stable, il risque de tomber dans la dépression ou dans l'inaction, en se disant mais au secours, qu'est-ce qui se passe, ça va faire mal aux gens, etc. Et quelqu'un qui est consciencieux, il va plutôt se mettre à multiplier les contrôles et les recherches, et lui aussi risque de tomber dans l'inaction, dans l'hyperprudence, etc. Donc, dans ces périodes difficiles, c'est utile de comprendre comment fonctionne le modèle DISC, parce que si vous connaissez le modèle DISC de vos collaborateurs et que vous l'avez déjà pratiqué, vous saurez comment ils risquent de réagir dans cette période de stress, et donc vous pourrez utiliser leurs bons aspects et les empêcher de tomber dans leur propre caricature. On explique ça aussi dans la formation influence mode d'emploi, qui s'appuie beaucoup sur le modèle DISC. Donc, pour résumer ce qu'on s'est dit, la règle, si je dois dire une seule chose, quand on a l'impression que c'est le chaos, que ça évolue trop vite, qu'il y a des changements dans tous les sens, c'est de se recentrer sur une structure, sur un système mental, sur un système de pensée, sur un système de management, sur un système d'organisation, sur un système d'objectifs qui, eux, ne vont pas changer. C'est-à-dire que leur contenu va changer et va s'adapter à ce qui est en train de se passer, mais ça va représenter quelque chose de stable pour toi dans ton quotidien, mais aussi pour tes collaborateurs. Et c'est vrai que les formations dont j'ai parlé, ça peut être le bon moyen d'accéder à cette structure, à ce squelette qui va te rendre plus résilient dans des situations compliquées. Moi, c'est ce que je fais. La première chose que je fais quand c'est un peu le chaos et que je sens qu'il y a du flottement, je reviens à ce que j'appelle mes basiques, c'est-à-dire c'est quoi mon système de management, c'est quoi notre système commercial, c'est quoi notre système d'objectifs, est-ce qu'on s'est pas perdu en route, est-ce qu'il y a des choses à recentrer, ou comment on fait rentrer les nouvelles contraintes du marché, etc., dans nos systèmes. J'ai cité 1, 2, 3, 4 formations, je crois, non 5. Le manager essentiel pour le management, système d'organisation réaliste et système de progression réaliste pour l'organisation, MPO, management par objectif pour les objectifs de ton équipe, et influence pour les profils DISC de ton équipe. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous faire un mail. Il y a un dernier point, ou un avant-dernier point, on va dire. Beaucoup, très sympathiquement, m'ont demandé comment j'allais, c'est-à-dire m'ont retourné la question. Et toi, comment tu vas? Alors, pour vous donner 2-3 nouvelles, comme vous, mes entreprises subissent toutes le ralentissement de l'économie, et elles nous obligent à nous focaliser sur nos fondamentaux, c'est-à-dire vraiment revenir à ce qu'on a décidé de faire à notre cap, pour certaines, et à nous orienter davantage vers le développement, pour d'autres, parce que le marché ne tire plus. Et ça, c'est un vrai test pour mes équipes. C'est intéressant. Ça permet de voir comment ils réagissent dans ces conditions-là, qui s'affole, qui tient le cap, qui devient plus créatif. C'est vraiment, vraiment intéressant à observer. Après, est-ce que ça m'affecte? Ça me fait pas plaisir. Ça m'inquiète un peu aussi pour l'environnement économique globalement en France. Mais moi, j'ai le moral, peut-être parce que je suis passé par des choses plus compliquées, et puis aussi parce que les missions que je me suis fixées me comblent vraiment. Et si je parle des missions que je me suis fixées pour ODM, qui est de rendre les managers et les chefs d'entreprise plus heureux et plus efficaces, et que je lis ce que vous me dites dans les mails, je me dis que je suis pas en train de me tromper. Je vais citer Fernand ou Anne-Sophie,
qui me disent que ce qui les sauve, ce qui leur fait plaisir, ce qui leur permet d'avancer même quand c'est difficile, bah, c'est d'écouter les podcasts, de lire les mails privés, c'est les formations qu'ils ont faites. Et tout ça, je trouve que c'est vraiment mieux que les antidépresseurs. Donc ça me fait plaisir et voilà, ça me motive. Donc ouais, moi j'ai le moral. Je pense qu'on va s'en sortir. Je pense qu'on a des ressources qu'on va devoir mettre en œuvre. Peut-être que pour certains, ça suffit pas à passer à l'action, à avoir des résultats, mais pour ça, on a un catalogue qu'on vous propose, et vous savez que vous ne prenez pas de risque quand vous prenez une formation dans le catalogue, parce que si ça vous apporte rien, on vous rembourse. Voilà, la dernière chose que je voudrais dire, bah, c'est de bien se reposer pendant les vacances, de bien recharger vos batteries, et puis je rappelle que je trouve que c'est un bon réflexe quand vous avez des difficultés, de venir sur le forum et de poser des questions ou d'en parler, ou simplement de vous programmer une fois par semaine, de vous poser la question « Comment vas-tu ?» et de noter la réponse dans le forum. Vous allez être surpris des réactions que vous pourrez engendrer, et même simplement d'être surpris de ce que va vous apporter l'effort d'avoir pris un quart d'heure ou une demi-heure pour vous poser cette question. Donc, je rappelle la manière d'accéder au forum, qui est gratuit, je le rappelle. Tu vas sur le site, tu vas dans Espace Membre, tu cliques Forum, et tu peux t'inscrire. On t'attend donc sur le forum. À bientôt.